Ce soir, j'ai regardé un film sur TF1, ça m'arrive assez rarement pour que je le note, qui avait comme héros Bradley Cooper et Lady Gaga. Donc le film s'appelle A Star is Born. Et tout ça, ça me fait toujours réfléchir sur le star system. Alors il se trouve qu'à une époque dans ma vie, je voyageais en première ou en business partout dans le monde. J'étais dans les plus grands salons et j'ai croisé Bradley Cooper à Londres 2 fois dans le lounge. Et on avait sympathisé dans le même lodge et j'ai croisé énormément de personnes célèbres, beaucoup à Londres. Puis par ailleurs, avec ma vie au sein de la direction générale du Stade de France, mais dans toute ma vie, en fait, j'ai croisé beaucoup de personnes importantes. J'ai même eu, pendant mes années où j'exposais beaucoup aux États-Unis, ce qui est plus le cas maintenant d'artistes, pendant 2 ans, je me suis occupé d'un ex-bassiste de Metallica, Jason Newsted, qui était le bassiste de Metallica pendant 10 ans. Il a été sur le Black Album, il a été sur Nothing Else Matter, et il a quitté le groupe à un moment où il y avait une grande crise. Lui-même avait eu pas mal de problèmes de santé, ils étaient tous un peu trop drogués, etc. Et il pensait que le groupe allait s'écrouler, il voulait créer quelque chose d'autre avec d'autres stars, d'autres groupes. Finalement, le groupe a rené et lui n'en a pas fait partie. Il s'est lancé dans l'art avec beaucoup de talent. Il peignait déjà beaucoup à l'époque. Il me racontait d'ailleurs pas mal d'anecdotes sur les collections fantastiques des autres chanteurs et musiciens de Metallica. Et il a eu énormément de succès, mais caractère très très compliqué. Et puis il est retourné à la chanson. Il a rencontré ensuite, pour essayer de se remettre à nouveau dans l'art, d'autres personnes un peu bizarres, moins engagées que j'avais pu l'être, alors que nous, on l'avait vraiment bien vendu partout aux États-Unis. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes célèbres. Et pourquoi je dis ça un peu en introduction? Parce que, en fait, on vit toujours dans un monde dans lequel selon l'endroit où on est, on refuse l'idée qu'il y ait des personnes plus importantes que d'autres, mais en même temps, on se rend compte que quand on veut se forger une conscience politique, quand on veut se forger une conscience littéraire, musicale, philosophique, en fait, quel que soit le sujet, on est amené, quoi qu'il arrive, à avoir des exemples. Est-ce que le monde est si mal organisé qui fait ça? Non, c'est simplement la vie en société qui veut que des personnes émergent. En fait, on n'a pas tous les mêmes rôles. Si vous avez fait des sports collectifs, vous savez que les caractéristiques de quelqu'un qui va être le goal dans l'équipe ne sont pas les mêmes que celles de l'attaquant, ne sont pas les mêmes que celles du coach. Et si l'équipe devient grande, il va falloir des personnes qui vont s'occuper de trouver des sponsors, des personnes qui vont organiser les déplacements, des personnes qui vont organiser éventuellement l'université avec les joueurs plus jeunes, s'assurer de la billetterie, s'assurer que les VIP sont là, etc., etc. Donc en fait, ça devient des écosystèmes invariablement. C'est-à-dire que on dit souvent la nature a horreur du vide, mais ce qu'on constate, ou par exemple à une époque on disait que tout ce qui était petit entre guillemets était magnifique, mais on constate qu'en fait il y a toujours une course au gigantisme. Et encore plus peut-être aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on voit que finalement les groupes qui ont des perspectives, et c'est ce qu'on appelle trop gros pour faillir, sont des groupes gigantesques. Donc on a bien vu par exemple que Elon Musk, avec ses milliards, il a donné 40 milliards pour acheter Twitter, alors que beaucoup de gens disaient mais avec la moitié il aurait pu faire quelque chose de 2 fois moins. Non, c'est parce que en fait, à l'échelle du monde entier, c'est extrêmement compliqué, extrêmement lent de changer les habitudes des personnes. Par exemple, quand vous construisez un compte Twitter, peu importe que votre compte soit excellent, entre guillemets, dès le début, que vous n'ayez pas un phénomène d'apprentissage long,
pour convaincre les gens de vous suivre sans faire de pub, sans investir, sans avoir énormément de personnes qui vous soutiennent et qui ont des gros comptes et qui invitent leurs abonnés à venir vous découvrir, eh ben c'est un chemin qui est long, qui est lent et qui est fastidieux. Mais les conséquences de devenir grand, c'est un peu cette espèce de star system, cette espèce de compétition, cette espèce d'industrie qui doit être mise en place, où finalement vous n'avez plus le droit d'être totalement vous-même, où vous devez l'être de façon magnifiée, et c'est parfois compliqué pour les gens qui vous entourent, alors peut-être encore plus pour des acteurs de cinéma que des stars de rock, et encore j'en sais rien, je pense que c'est pareil, et puis il y a toutes les tentations, et il y a toutes les émotions qui vont avec ça, parce que quand vous discutez avec ce genre de stars, ils vous disent que en permanence sentir cette énergie positive à leur égard, c'est comme de la drogue. Alors vous imaginez quand vous êtes une star qui chantait devant 80 000, 100 000, 150 000, 200 000 personnes. Il y a même eu, il y a quelques années, en fait, au moment de la chute de l'URSS, un énorme concert en Russie, dans un vieil aéroport militaire où il y a eu 2 millions de personnes qui sont venues, il y a eu des milliers de blessés, des dizaines de morts, enfin c'était une catastrophe, il n'y avait pas assez de toilettes, il n'y avait pas assez de système de son, il y a eu des combats, il y a eu énormément de choses. Bref, mais l'émotion pour ceux qui ont eu la chance d'aller chanter là-bas, et c'était le cas de ce Jason Newsted, c'était incroyable. Enfin vous imaginez, vous avez Metallica, AC/DC, Guns N' Roses, tous les grands groupes de hard rock de l'époque qui viennent pour chanter pour les Russes qui ont été privés entre guillemets de ça et qui pouvaient l'écouter en cachette de plus en plus, mais quand même en cachette, et qui étaient exclus de cette espèce de star system. Mais ils avaient également leur star system. Et qui plaisait aussi. Il y avait les chanteurs de la Croix-Rouge, et ils avaient aussi leurs stars de rock, leurs stars de disco, etc., comme ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à nouveau, entre guillemets, la Russie est privée de tout ça. Alors étonnamment, d'ailleurs, on peut se dire, tiens, les sportifs russes et la Russie n'ont pas le droit d'être fiers de leur drapeau, d'être fiers de leur pays, etc., parce qu'on a décidé de les sanctionner, alors que pourtant, ils ne sont pas du tout accusés à la Cour internationale de justice de génocide ou de quoi que ce soit. Mais Israël, qui l'est, et qui est beaucoup plus proche d'ailleurs d'être condamné dans ce domaine qu'aucun autre pays depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années. Donc Israël, qui l'est, aura le droit d'avoir ses athlètes dans toutes les compétitions internationales avec leur drapeau fièrement, comme si de rien n'était. Alors qu'une grande partie du peuple israélien, et évidemment une grande partie des Juifs dans le monde, ne sont pas du tout d'accord avec cette politique. Une autre partie est complètement d'accord, et je comprends très bien ça, puisque pour avoir vécu quasiment 4 ans en Afrique du Sud, pour participer à la préparation de la Coupe du Monde là-bas, puisque j'étais à mi-temps, eh bien j'avais pas mal discuté avec des gens colored et africains, en fait, donc noirs, et qui expliquait qu'en fait, même quand l'ANC, donc qui était le parti créé par Nelson Mandela, qui était parti révolutionnaire en fait, et qui est ensuite devenu le parti, c'est un peu avec des systèmes de primaires en fait, mais c'est toujours le parti qui gagne les élections en fait, c'est le candidat choisi par ce parti qui est élu à la présidence de l'Afrique du Sud depuis que Frédéric de Klerk a laissé la présidence à Nelson Mandela. Eh bien, après l'apartheid, eh bien, peu importe que le candidat, en fait, soit un très bon candidat, même peu importe qui en face de lui, en fait, les gens, par sentiment d'appartenance et de dette énorme, en fait, envers l'ANC, qui est considéré comme avoir évidemment libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid, qui était quelque chose d'abominable, voteront toujours pour. Donc je comprends que beaucoup de Juifs dans le monde aient une très forte solidarité pour Israël. Mais en même temps, cette solidarité, elle ne peut pas être totale
et aveugle à la réalité de ce qui se passe. Évidemment, on a envie de croire ce que dit le Premier ministre d'un pays comme Israël quand il raconte tout ce qu'il raconte. Mais quand on voit tous les mensonges, toutes les contradictions sur ce qui s'est passé le 7 octobre, mais évidemment sur ce qui s'est passé avant le 7 octobre, depuis le 7 octobre, et quand je dis avant, je ne parle pas que des semaines précédentes où ils ont été alertés que quelque chose était en train de se préparer, je parle de dizaines d'années avant, de terrorisme, de meurtre, d'assassinats ciblés, de destruction, de guerre, de privation d'un ghetto qui est quand même sous blocus. C'est quelque chose d'absolument abominable qui se passe à Gaza. Mais il se passe aussi en fait des choses terribles partout. En ce moment, il y a quasiment un risque d'explosion de l'État américain. Alors évidemment, tout ça, on sent toujours que c'est très télévisuel, très filmé, comme après le 6 janvier où le Capitole avait été entouré par l'armée, par des barbelés, comme s'ils avaient la moindre crainte d'une révolution. Mais en fait, l'idée, c'est toujours de faire passer des messages au peuple, en fait. Et pour faire passer des messages au peuple, dans le monde d'aujourd'hui, on essaie de simplifier les messages. Et alors on les simplifie avec des images fortes à la télé, et on les simplifie avec des stars, avec des héros, avec des personnes importantes. Et il y a une profonde injustice, puisqu'on sent dans l'histoire d'une Lady Gaga ou dans d'autres histoires, l'histoire d'Harrison Ford ou d'autres héros, que parfois il y a une espèce de fait, la chance entre guillemets qui vient et qui se pose sur l'épaule de la personne et ça va changer son destin à vie. Ou alors parfois il y a une descente aux enfers et quelqu'un, un réalisateur ou un acteur ou une autre personne propose un rôle et pareil. En fait c'est vraiment l'accumulation de plein de choses en fait, une force de travail, une détermination, mais aussi une envie chevillée au corps de réussir, de faire tous les sacrifices qui permettront cette réussite. Quand on regarde un footballeur comme Ronaldo, toujours le premier à l'entraînement, toujours le dernier à l'entraînement, encore aujourd'hui, une hygiène de vie comme les danseurs à l'opéra, c'est véritablement fascinant. Et on regarde la vie d'un Mozart, de sa toute jeunesse jusqu'à sa mort, la vie d'un Léonard de Vinci qui travaillait sans cesse, qui essayait sans cesse de revoir son œuvre. Et j'aurais beaucoup de choses à raconter sur Léonard de Vinci ou Picasso, donc des gens avec des caractères très forts, presque invivables, mais qui étaient complètement dans leurs arts, parce que parfois c'est vraiment important. Et évidemment, on a ça dans le monde politique. Et toujours, j'en viens à mes personnages un peu fantastiques, à mes personnages maléfiques, et à la difficulté que certaines personnes ont de faire confiance, parce qu'en fait, on est invariablement déçu. On est déçu quand on est chrétien catholique, en tout cas beaucoup, par le pape actuel, Benoît XVI. Alors qu'on était en train d'apprendre à découvrir, pas Benoît XVI, pardon, François, alors qu'on avait appris à découvrir Benoît XVI et que, semble-t-il, il allait dans une bonne direction, dans l'intérêt de l'Église. De la même manière que pour les Russes, la place de Kirill, qui est devenu beaucoup plus influent que pendant très longtemps n'importe quel représentant religieux n'a pu l'être avec un chef d'État, et on voit que le patriarche Kirill est devenu un vrai proche de Vladimir Poutine, et un vrai proche pour que Vladimir Poutine se développe dans sa foi, qui est vraiment sincère et grande, mais qui a eu une influence forcément pour lui faire comprendre, presque contre son caractère à Vladimir Poutine, parce que c'est pas quelqu'un qui cherche à être mis en lumière, qui cherche à devenir un personnage central au niveau mondial, comme il est devenu depuis le lancement de cette opération spéciale, où du jour au lendemain, il avait toujours été un personnage important, puisque la Russie, même si c'est un pays qui a été complètement amoindri avec la chute de l'URSS et avec une histoire, avec cette révolution, les Romanov tous assassinés, et on voit des réminiscences des époques khazares, qui étaient des peuples qui venaient d'Ukraine. Tout ça donnera lieu à d'autres capsules, mais Poutine se retrouve d'un seul coup au centre du monde, quasiment président du pire pays du monde quand on est en Occident.
et presque partout dans le monde. Et puis finalement, au fil des semaines, au fil des mois, les gens découvrent, entre guillemets, qu'ils ont été trahis sur ce qu'est la Russie, qu'ils ont été trahis sur qui est Poutine, sur son isolement, sur sa volonté, etc. Mais pourtant, ils continuent. On voit sur les plateaux de télé, on continue à essayer de raconter qu'en fait, la Russie voudrait quand même envahir depuis la Biélorussie, la Pologne, entièrement l'Ukraine, affaiblir l'Allemagne, etc. Comme s'il fallait oublier que ce sont les Américains, avec la complicité d'autres pays d'Europe, qui ont détruit Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui est en train de mettre à genoux l'Allemagne et qui est en train de provoquer cette révolution à l'intérieur de l'Allemagne. Mais toujours est-il qu'en fait, pourquoi je voulais parler de ça ? Parce que chacun on est animé par plusieurs quêtes. On peut avoir la quête de la fortune, la quête du pouvoir, la quête de l'amour, la quête de la célébrité, de la reconnaissance. En fait, on est tous animés par des désirs plus ou moins importants. Et moi, je sais que dans ma vie, le désir toujours important, c'était le désir de l'amour, en fait, le désir de partager une belle histoire d'amour. Donc c'est aussi pour ça qu'A Star is Born est un film magnifique, parce qu'en fait, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais on sent que c'est une belle histoire d'amour complètement passionnée, et avec tout ce que ça a d'excessif, de déséquilibré, etc. Et on voit d'ailleurs comme beaucoup d'histoires d'amour qui touchent des personnes importantes. Mais mon désir, ça n'a jamais été de devenir quelqu'un qui allait être devant la caméra ou autre. Moi, j'aime bien être au contraire en deuxième ligne, consultant, aider, porter, etc. Mais bon, voilà, il se trouve que j'ai décidé de parler. Et comme je disais dans une capsule précédente, il y a pas, en toute chose, malheur est bon. Et finalement, le fait d'avoir perdu cet énorme compte Twitter, d'avoir pris du recul pendant un certain temps, j'aimais faire ce que je faisais sur Twitter, ça me prenait énormément de temps, mais ça m'empêchait de développer d'autres choses que j'avais envie de faire. Parce qu'en fait, c'était un travail très personnel. L'idée, c'était vraiment la relation, entre guillemets, d'une personne et les analyses de cette personne avec un public. Et le public était devenu grand parce que j'étais très engagé, je suis toujours sur des questions importantes. Mais j'avais envie aussi, et j'avais besoin, pour des raisons évidentes, d'avoir des activités professionnelles, entre guillemets, plus lucratives. D'où le lancement de la lettre d'information sur Substack, d'où des tentatives d'avoir des aides, etc. Tout ça est compliqué, même si vous êtes très nombreux à lire, très nombreux à suivre, c'est compliqué. Mais j'avais ce vieux rêve du miel. Et parce que pour moi, les abeilles sont les stars de notre planète. En fait, tout l'écosystème de la planète est complètement magique. En fait, rien ne va pas sans l'autre. Les vers de terre sont extrêmement importants. Les poissons, le plancton, les insectes, les vaches, les lions, les chiens, les chats, enfin, les girafes, les rhinocéros, les éléphants, etc. Tout ça, c'est magique. Et il y en a beaucoup, depuis l'origine de l'humanité, qui ont disparu. Évidemment, il y en a qui sont apparus. La Terre, elle n'a pas été formée telle qu'elle est du premier coup. Mais il y a des animaux qui sont arrivés, entre guillemets, à une forme de plénitude. Moi, je suis fasciné, par exemple, par le requin blanc, qui est un espèce de chasseur des mers parfait. Alors lui aussi, il est en train de disparaître à cause de la surpêche, mais il est parfait, il a plein de sens entre son odorat, une espèce d'huile, ses radars, etc. Et il est capable de très loin, en fait, d'identifier une proie et d'aller dans la direction de cette proie et d'affiner, entre guillemets, sa chasse jusqu'au moment de la saisir. Y compris avec le regard et au toucher, entre guillemets. Et évidemment, parmi les animaux parfaits, il y en a un qui est tout à fait incroyable, c'est l'abeille. Parce que d'abord, l'abeille fonctionne complètement en société, ce qui n'est pas le cas du requin, par exemple.
mais c'est des sociétés qui sont organisées, qui fonctionnent à longueur d'année. Donc il faut savoir qu'une ruche, une reine des abeilles, d'une part, elle a été choisie, alors à part les reines génétiquement modifiées, et j'en parlerai un peu plus tard, elle est choisie, entre guillemets, dans la ruche parmi les bébés à naître, parce que la reine précédente ne pond plus assez d'œufs. Après 3, 4, 5 ans, en fait, une reine ne pond plus assez d'œufs, donc elle va être renvoyée de la ruche pour ce qu'on appelle bourdonner, entre guillemets, donc elle ne sera plus la reine d'une ruche, et un de ces bébés va être choisi par la ruche pour devenir reine. Et la reine a une nourriture spéciale, elle mange de la gelée royale, alors que les abeilles mangent leur propre miel. Mais cette reine, en fait, elle va pondre pendant les journées d'été jusqu'à 5000 œufs, et pendant les journées d'hiver jusqu'à 2000 œufs. Alors évidemment, plus l'hiver est long, plus la reine peut vivre longtemps, enfin peut être utile longtemps, puisqu'elle pond moins d'œufs pendant la période d'hiver, donc elle a plus de jours où elle pond. Et tout ça en une seule fécondation. C'est-à-dire que la reine, elle est fécondée une fois et elle va pondre autant d'œufs. Mais une reine qui vit si longtemps, qui a autant d'enfants, qui vit également avec des ruches qui fonctionnent de la même manière, forcément, ça va être une reine qui va devenir beaucoup plus intelligente et qui va transmettre beaucoup plus de savoir-faire au sein de sa ruche et dans les autres ruches. Parce qu'évidemment, tout ce petit monde communique. Alors, on a eu du mal à comprendre comment une larve devenait reine et comment on pouvait transformer en fait donc une abeille, le chemin d'une abeille vers reine. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez simple et acheter des reines, c'est pas très cher, et même acheter des reines quasiment génétiques, c'est pas cher. En fait, on se rend compte que dès qu'on sait faire quelque chose, on essaye de l'industrialiser. Et donc on avait cet aliment parfait depuis des milliers d'années que les hommes de Cro-Magnon, etc. mangeaient, que les Romains mangeaient, que les Perses mangeaient, que les Japonais mangeaient, que les Chinois mangeaient, que les Incas mangeaient, que les Indiens des plaines d'Amérique mangeaient, que la terre entière mangeait, les Yakoutes, les rois, etc. Et ils mangeaient tous, pour ainsi dire, un même produit, tel qu'il avait été fabriqué par l'abeille dans des conditions normales. Sauf que ce produit, entre guillemets, eh bien, il nécessite, à partir du moment où il a été un petit peu démocratisé, et entre autres, il a été beaucoup démocratisé en France, dans une région dans laquelle j'ai une maison, qui est le Gâtinais. Il a été beaucoup démocratisé, d'ailleurs, par les rois de France dans cette région. Et donc, on a appris à faire des ruches, à faire des élevages, etc. On ne savait pas encore fabriquer les reines, donc il y avait une forte dépendance de ce côté-là, mais on savait le faire. Et donc, le miel, on a commencé à en fabriquer un peu plus, à le développer, et on a réalisé, mais ce que les anciens savaient, qu'il avait énormément de propriétés pour la santé, pour les brûlures, antiseptiques, antibiotiques, analgésique, enfin vraiment un produit complètement incroyable, le miel, et surtout mélangé avec éventuellement d'autres produits, d'autres huiles essentielles, c'était encore plus satisfaisant comme l'ail. Mais que chaque miel était différent. On parle évidemment de miel extrêmement cher qui viennent du Népal, qui viennent du Yémen, des miels à plusieurs milliers d'euros le kilo, plusieurs centaines d'euros le kilo pour des miels de Turquie, hein, pas des miels qui ont 100 ou 200 ans, hein, vraiment des miels d'aujourd'hui. Mais pourtant, voilà, il y a quelques jours, j'étais dans une grande chaîne de supermarchés et ils vendaient des pots de miel d'une marque qui est en train de devenir célèbre, la famille Michaud, une marque qui s'appelle Lune de Miel. Et le deuxième pot était à moins 80%, ce qui faisait qu'un pot qui faisait genre 300 grammes de miel de lune. Alors je ne sais pas si c'est une astuce,
mais ça revenait à 1 euro et quelques le pot. Donc moins de 5 euros le kilo de miel, quand on imagine le packaging, la marge de la grande distribution, la logistique, le travail des apiculteurs, entre guillemets, on se dit, mais tout ça, c'est complètement délirant, ce n'est pas possible. Ben non, ce n'est pas possible. Et donc, je vais essayer de vous raconter un peu comment tout ça s'est passé. C'est-à-dire que le miel, comme beaucoup d'autres choses qui sont bonnes pour la santé, comme les aliments sains, une bonne viande, un bon poulet, une bonne côte de bœuf ou d'agneau ou n'importe quoi, mais dans des proportions raisonnables. Hein. La poule au pot, peut-être une fois par semaine, mais c'est comme les végétaux pas entre guillemets injectés de plein de produits chimiques, etc. Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'à force de faire ça, en fait, on a l'impression de plus produire, mais il y a tellement de coûts d'usines chimiques, de choses qui détruisent la planète, qui détruisent d'autres écosystèmes, qu'en réalité, si on revenait à l'époque de nos ancêtres, on nourrirait très bien beaucoup de personnes, mais en ayant beaucoup plus de coccinelles dans les champs pour manger les pucerons, en ayant, etc., etc. Parce qu'en fait, les plantes deviennent malades et les abeilles deviennent malades aussi à cause de ces choses intensives. Quand vous imaginez que dans des grosses exploitations d'apiculture, les abeilles sont nourries avec du sucre ou avec de miel de très mauvaise qualité qui arrive de Chine ou d'Ukraine, enfin miel, entre guillemets, dans lequel ils rajoutent des antibiotiques. C'est-à-dire que même les abeilles, on leur donne des antibiotiques pour éviter des parasites, pour éviter des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils font des mixités entre ruches pour accélérer la vitesse de production. Ils font des abeilles génétiques, mais qui ne vivent que le temps d'une saison. Parce que comme ça, on peut vendre la gelée royale et le contenu de la ruche d'un hiver sur l'autre, etc., etc. Donc c'est devenu quelque chose de très industrialisé. Donc au début, comment ça s'est passé? Les personnes se rendaient compte que les abeilles, parfois, quand il n'y avait pas assez de fleurs, ou qu'il avait trop plu, ou qu'il y avait trop de soleil, trop de sécheresse, finalement, c'était une très mauvaise année, donc ça risquait de ruiner la famille. Et donc certains apiculteurs se sont dit, tiens, je vais acheter du miel à un collègue qui en a trop, où je vais donner aux abeilles à manger de l'eau sucrée que je vais parfumer avec différents produits, etc. Et tout ça, évidemment, vous savez, c'est comme la pomme d'Adam, quoi. Vous croquez aux fruits défendus, vous réalisez que finalement, en faisant ça, c'est pas mal. Donc vous allez continuer à avoir quelques ruches, parce que si jamais vous avez des amis ou d'autres personnes qui veulent savoir comment vous faites, vous pouvez leur montrer quelques ruches, et puis vous êtes sympa, vous êtes sur tous les marchés, personne ne se demande comment vous faites en étant seul à faire 5-6 demi-journées de marché par semaine, été comme hiver, à vendre du miel, puisque 50% du miel vendu en France, il est vendu sur les marchés, sachant que 3/4 du miel vendu en France vient de l'étranger. Donc il y a comme un problème. Comment la moitié du miel vendu dans le pays, il peut venir du quart du miel consommé dans le pays, sachant que ailleurs que sur les marchés, ils vendent aussi du miel naturel. Donc vous voyez bien qu'il y a forcément des menteurs, et j'ai plutôt tendance à croire que les menteurs, c'est pas les chiffres des exportations, puisqu'à mon avis, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire que le pourcentage non produit en France est bien plus grand. Et en réalité, on n'en a pas véritablement conscience. Quand on regarde les émissions à la télé, il y a pas mal de reportages, parce que de temps en temps, à la télé, il y a des choses honnêtes sur un certain nombre de chaînes françaises ou étrangères. Eh bien, on apprend qu'en fait, le principal, entre guillemets, marché mondial de production de miel, de très basse qualité, c'est la Chine, et que les pays qui sont les plaques tournantes pour que le miel chinois arrive dans des marchés où on sait maintenant que le miel chinois n'est pas bon, c'est l'Ukraine et l'Argentine. Et d'ailleurs, des pays avec lesquels on a des traités de libre-échange assez importants, qui ont des traités avec d'autres, donc qui sont pas très regardants. Et comme ça, si vous regardez en petit sur les semble-t-il très bon miel que vous achetez, vous allez voir qu'il y aura parfois marqué
Europe, mais sans préciser. Donc souvent, ça veut dire que c'est l'Ukraine. Et maintenant, même, on découvre que l'Espagne laisse passer beaucoup de miel ukrainien. Sachant que l'Espagne produit aussi pas mal de miel. Mais est-ce que ça fait longtemps, en réalité, que du miel ukrainien arrive en Espagne? C'est assez facile, il suffirait de regarder les bateaux qui viennent. Et là, encore une fois, il y a un camion avec des bidons énormes de miel ukrainien qui a été saisi dans le sud de la France et qui allait vers une des usines de conditionnement d'un acteur très important du miel en France qui insiste tout le temps sur la provenance française. Donc on se demande ce qu'il faisait avec ce miel d'Ukraine qui arrive sans doute de Chine ou d'ailleurs. Mais en fait, le miel chinois, c'est presque du Coca-Cola. Vous recevez des trucs très concentrés et ils mettent la bonne dose d'eau pour être dans les normes européennes. Parce qu'évidemment, c'est quand même plus pratique de faire circuler le miel comme ça. Il n'arrive pas à conditionner, ça arrive dans des grands tonneaux. Mais avant d'arriver dans ces grands tonneaux avec la bonne humidité, peut-être... Enfin bref, vous voyez, c'est le délire. C'est extrêmement malhonnête. C'est comme... les poulets, c'est comme les œufs, c'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est des poules élevées en liberté, mais parfois dans l'année, pour des raisons de grippe aviaire ou autre, ils interdisent aux poules d'être dedans. Donc en fait, les vendeurs bio, ils réalisent qu'ils peuvent quand même vendre bio quand les poules sont à l'intérieur. Alors voilà, il y a des suspicions de ça, donc ils vont les laisser à l'intérieur. Les poules ont plus chaud, ils peuvent mettre de la lumière, elles mangent plus longtemps parce qu'en hiver, il fait nuit, les journées sont plus courtes, les poules pourraient dormir plus. Mais là, en fait, non, quand vous êtes à l'intérieur, et puis il faut leur donner aussi plein de vaccins, plein d'antibiotiques, plein de machins, parce qu'elles vivent dans une crasse abominable, comme les cochons, comme les vaches. Enfin, moi j'ai vu l'évolution dans cette zone de certaines exploitations agricoles, où franchement, à la fin, c'est des usines en fait, mais véritablement des usines. C'est-à-dire que les leçons de la vache folle n'ont pas été apprises. Vous vous rappelez, la vache folle, on donnait... aux vaches pour qu'elles aient un lait plus chargé en protéines, plus riche, et donc avec plus de valeur, on leur donnait des protéines animales à manger, c'est-à-dire qu'on transformait les vaches en cannibales. Alors, à la limite, entre guillemets, pour des cochons qui sont omnivores, pourquoi pas? Mais bon, on fait la même chose avec les saumons. D'ailleurs, maintenant, les saumons qui sont nourris comme ça, ils sont interdits aux Norvégiens pour les Norvégiens, mais ils en vendent quand même autant qu'ils peuvent en France, et ce qui explique que vous avez dans les étals des saumons à très petit prix. Et donc, tout ça pour dire que ce miel donc du Catinais que je propose, il est vraiment différent. C'est-à-dire que c'est une famille, des parents, fils, qui travaillent. Donc, c'est pas une seule personne qui court tous les marchés, au contraire, et qui font véritablement ça avec amour. Et c'est des gens qui peuvent disparaître à tout moment, parce qu'en réalité, c'est un écosystème très fragile. Et pourquoi je dis ça par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le Star System? C'est qu'en réalité, du miel comme ça, si j'étais dans le même mode de fonctionnement que ce qu'a pu être ma vie avant, comme c'est un grand cru, ce serait un peu comme un Pétrus en fait. Donc il faudrait dire, mais le kilo c'est 500 € ou 1000 € parce que c'est exceptionnel, ça se mange pas comme même d'autres miels bons, de vrai miel, mais qui ne sont pas de ce niveau-là, qui ne sont pas le fruit d'une telle expérience, d'un tel terroir, d'un tel savoir-faire, d'un tel amour pour les abeilles, d'un tel amour pour le terrain, pour l'endroit où elles vont, pour le rythme de vie, etc. Et donc, au contraire, je me dis, mais en réalité, vu la situation dans laquelle on est, si on n'est pas sur un altruisme, sur un vrai modèle, sur un vrai partage, etc., avec la possibilité de donner à tout le monde, la possibilité de découvrir des produits incroyables, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais il y a quand même quelque chose qui est difficile, c'est qu'en réalité, les gens qui sont un peu complotistes, malheureusement, souvent, sont des gens qui ont un petit peu moins de pouvoir d'achat et qui restent, malheureusement, des consommateurs de miel qui pensent pouvoir trouver à des prix défiant l'entendement sur les marchés. Mais ça n'a pas de sens, c'est pas possible. On revient à la même chose que ce que je disais sur les supermarchés.
C'est-à-dire vous avez tout un problème d'étiquetage, comment il peut y avoir une étiquette produit bio, vous savez tout ce que ça veut dire, etc. Enfin, c'est... et bientôt, ils auront aussi la petite étiquette Bill Gates avec la petite grenouille et le petit machin, etc. Parce que ça rassurera les bobos dans les marchés pour... Enfin, faites confiance à votre instinct, retournez dans des circuits courts. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas boire de lait cru? C'est pas parce que à l'époque on buvait un lait qui était très mauvais. C'est parce qu'aujourd'hui les vaches, elles sont traitées par des machines, par des espèces de pompes électriques. Elles ont des pies qui sont énormes. Il y a des aftes qui se forment sur leurs pies. Il y a des espèces de furoncles, des trucs. Moi, je peux vous dire, j'en ai parlé avec des fermiers qui aimaient leurs vaches, mais qui maintenant peuvent même plus dire qu'ils aiment leurs vaches. Encore une fois, c'est des industriels. Ils touchent quasiment pas les pies. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la machine à traire qui va être automatique, en fait, ils injectent une espèce d'eau plus ou moins propre pour laver le pis, parce qu'en fait, les pis sont tellement grands qu'ils traînent pratiquement par terre, etc. Non, mais il faut imaginer, c'est des vaches qui ont été sélectionnées pour avoir des pieds énormes, donc elles montent sur des rails, et au moment de la traite, en fait, c'est comme si elles étaient les pattes avant et les pattes arrière sur un pont pour qu'un truc passe en dessous. Et donc, en fait, ils ont des espèces de trucs laser pour vérifier s'il n'y a pas un abcès ou un machin, et pour éviter d'avoir du pus qui se mélange au lait, parce qu'évidemment, toutes ces choses, ça pouvait pas arriver quand la personne, elle devait traire ses vaches à la main, elle voyait, et puis si la vache avait un problème, il regardait avec un vétérinaire, où ils avaient l'habitude, ils mettaient un petit produit qui allait bien, etc. Alors que maintenant, elles ont des tas de produits tout le temps, etc., etc. Et donc, c'est un espèce de laser. Et si le laser voit ça, ça fait un petit bip bip. Et puis là, il y a une personne qui éventuellement est là, mais en général, même pas. Et donc, en fait, la vache, elle va tourner sur un truc à droite. Elle va bien être traite, parce que sinon, c'est trop douloureux, entre guillemets, ces énormes pieds. Et le lait va être... officiellement détruit, mais en réalité non, c'est des protéines, et malgré le pus, etc., ça va être chauffé et ça va être pasteurisé, et ce sera utilisé pour faire je sais pas quoi, parce qu'en fait dans le cochon tout est bon, et dans le lait de vache, même si elle a un problème avec un de ses tétons, voilà. Mais c'est abominable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour, entre guillemets. Les fermiers, ils font du lisier pour faire de l'électricité, etc., etc. Voilà à quoi on en est réduit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très étonnant, on nous demande de tuer les vaches parce qu'elles pètent, on nous demande, mais ils font pas ça avec l'idée qu'on revienne à une alimentation saine, à des circuits courts, à des circuits de proximité, etc. Mais non, ils font ça pour nous faire manger des insectes. Ils font ça pour qu'on devienne consommateur de barres d'insectes au faux miel, ou au faux chocolat, au faux cacao, au faux machin, les faux steaks qui sont tricotés, etc. Vous imaginez bien que s'ils sont capables de fabriquer des injections comme celles qu'ils sont capables de faire, ils sont capables de faire tout, en fait. Et sans avoir besoin d'un soleil vert pour reconditionner les humains, en fait. Ils fabriqueront tout. Et c'est là, il y avait le World Economic Forum il y a quelques jours, mais c'était flagrant au World Economic Forum. C'est-à-dire qu'on avait des patrons d'entreprises qui disaient mais il faudrait peut-être arrêter le café, parce que pour produire du café, il a fallu faire de la monoculture dans des pays, et c'est très mauvais pour le climat, et puis le transport du café, beaucoup de bateaux, beaucoup de machins, beaucoup de trucs. Allez voir à quoi ressemble la culture des tomates, ça voit même plus la terre, c'est des graines complètement modifiées, etc. Ça même plus, si vous comparez entre guillemets l'ADN d'une tomate d'il y a 200 ans et l'ADN d'une tomate aujourd'hui, pareil pour un grain de blé, pareil pour n'importe quoi, en fait. Tout a été complètement transformé, parasité, etc. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas le droit de faire du commerce quand on est un maraîcher bio
de produits qu'on vend et qui sont fabriqués avec nos propres graines, au risque d'avoir des impôts, parce qu'en fait maintenant le vivant appartient à des grands groupes, ce que j'expliquais déjà dans une autre capsule. Donc tout ça pour dire que saisissez votre chance si vous avez envie de redécouvrir des bons miels, et puis surtout de faire passer ce message. Je sais qu'il y a de plus en plus d'apiculteurs qui sont jeunes, qui me suivent. Alors je suis pas du tout un expert en apiculture, mais je sais qu'il y a des savoir-faire. J'avais vécu, mais avec grande tristesse, le premier apiculteur que j'avais rencontré et qui faisait du miel extraordinaire, enfin que j'avais rencontré vraiment et avec qui j'avais entretenu des relations amicales fortes, et il n'avait pas réussi à transmettre à un de ses enfants l'envie de faire ce métier, parce que c'est un métier trop dur, trop peu valorisé. C'est-à-dire que le miel dans un pays comme la France, pas du tout le cas d'un certain nombre de pays, n'est plus du tout valorisé. Et à l'inverse, dans d'autres pays, et j'en parle avec des personnes qui sont là-bas en Afrique ou ailleurs, on essaye même de détruire ce savoir-faire, et dans certaines fois ça a complètement réussi, et souvent c'est un savoir-faire qui était uniquement sur la base de ruches sauvages, etc., de le détruire pour imposer nos pharmacopées chimiques. Parce qu'en réalité, chaque ruche détruite, c'est une pharmacopée. Et puis il faut savoir quand même qu'en Chine, maintenant, ils essayent de voir pour leurs immenses champs comment ils peuvent les polliniser sans abeilles, parce qu'à force d'utiliser les produits chimiques terribles, ils les utilisent sans abeilles. Il y a également des usines à fabriquer quasiment des abeilles transgéniques. En fait, ils fabriquent des milliers de reines qui vont fabriquer des essaims, et les essaims n'existent à 90% que pour polliniser. Et en fait, ils perdent énormément d'abeilles parce que dans la même période que la pollinisation, il y a des produits, des pesticides, les fameux néocons, qui sont utilisés, qui vont tuer, qui vont décimer les abeilles. Mais le pire, c'est qu'ils vont quand même vendre ces miels. Et les miels dont les ruches ont été souvent sous le flux des avions qui mettaient les produits, ou les énormes tracteurs qui mettaient, parce qu'en réalité, ils s'en fichent. Alors en France, on a un peu plus de normes, mais quand je vois certaines émissions ou certains hommes politiques qui parlent de miel, mais en fait, comme ils ont tellement d'ambition, une tellement grande ambition industrielle, etc. Parce que c'est cette espèce de vice de devenir un grand, de devenir un champion du miel, et le plus grand producteur, ou le plus grand exploitant de miel, ou le machin, etc. Mais c'est ridicule, c'est tuer le miel. En fait, le miel, c'est véritablement quelque chose qu'il faut réapprendre à avoir dans un espèce d'écosystème, dans son village, dans sa région. Et en plus, les miels, ils sont adaptés aux régions. C'est-à-dire que quand vous avez du miel des Alpes ou du miel de l'Himalaya, il est plus adapté aux gens qui vivent dans ces climats. Quand vous avez un climat humide, il est plus adapté pour ça. Quand vous avez un climat torride, il est plus adapté pour ça, etc. C'est un produit aussi local. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer ces miels, essayer de se procurer de façon rare, de façon un peu exclusive, des miels. Parce que dès que en fait, vous essayez de devenir grand, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous n'avez plus la garantie, vous n'avez plus la sensation et la certitude de ce que vous allez vendre, parce qu'on vous apporte des bidons. Et vous savez que parfois, si l'apiculteur, il avait besoin de refaire ses fenêtres, ou il a besoin de payer des études à l'étranger à un de ses enfants, ou qu'il a pété sa voiture, ou n'importe qu'est-ce qui va le décourager d'acheter en Ukraine ou en Espagne ou en machin, miel, faire un espèce de mélange, et puis déposer ça. Et donc, vu qu'il y a ce risque, eh bien, il chauffe le miel. Et une fois que le miel est chauffé, à plus de 40 degrés, et de toute façon il faut le chauffer à 70 degrés, donc il faut pas le faire bouillir, hein. Ils ont des systèmes un peu de pasteurisation à la pression, etc. Mais pour essayer d'enlever, entre guillemets, toutes les choses qui pourraient être mauvaises, parce que ça n'aurait pas été fait dans des bonnes conditions sanitaires, etc. Enfin, on voit des trucs horribles, d'ailleurs, des gens qui utilisent des centrifugeuses avec des parties qui sont rouillées, avec des vis rouillées à l'intérieur, avec des machins. Enfin, en réalité, c'est épouvantable, mais pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas ce qu'ils font.
Et en fait, c'est ce que je voulais dire depuis le début. Vous devez en permanence essayer de vous intéresser à des gens qui aiment ce qu'ils font, à des gens qui aiment les abeilles, à des gens qui aiment leur cheptel, à des gens qui aiment ça. Et en fait, la vraie question, c'est l'amour. C'est toujours l'amour. Et je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce qui est le driver dans la vie, ce qui est le moteur de la vie, c'est l'amour. L'amour, ça peut être la foi en Dieu, ça peut être en sa femme, en ses enfants, en l'humanité, en le miel, en sa ruche, en son savoir-faire. Les gens qui font les choses par amour, des artistes, des artisans, mais des créateurs d'avions, enfin des gens qui ont inventé des choses incroyables, des inventeurs dans les télécoms, dans tous les métiers en fait, avec de l'amour, avec de la passion, on peut faire des choses magnifiques. Et donc c'est ça qu'il faut regarder, mais c'est l'amour pour ce qu'on fait, pas l'amour pour ce qu'on retire de ce qu'on fait. Il y a des gens qui ont l'amour pour le pouvoir, il y a des gens qui ont l'amour pour l'argent, il y a les gens qui ont une espèce de driver, c'est la vengeance, c'est etc. Et ça, c'est pas des beaux sentiments, ça sont quasiment des péchés. Et donc il faut retrouver le sens de ça dans ce que vous faites. Donc, moi, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai l'amour de ce que je fais avec mes lettres d'information. J'ai l'amour de ce que je fais quand je veux discuter avec vous autour de miel et de brainstormer et d'échanger et de semer des petites graines, etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui me mobilise, qui me passionne, qui m'intéresse et je sens peut-être que effectivement il y a beaucoup moins de flashy entre guillemets, à plus être quelqu'un qui a des dizaines de millions de personnes enfin des dizaines de millions de vues et donc des millions de personnes chaque mois qui sont sensibilisés par les positions et les analyses que j'adopte. Et j'avais énormément de journalistes très connus, d'hommes politiques très connus, de présentateurs, de chefs d'entreprise. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup de personnes qui me suivaient sur ce compte, j'y consacrais du temps. Évidemment, pour certains, je regrette, et à certains moments, je trouverais ça mieux, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui font des choses très intéressantes. Il y en a d'autres qui font des choses qui m'effrayent parce qu'en fait, ils sont rentrés dans l'industrialisation de l'information et donc ils vont tomber exactement dans les mêmes faux pas que les grandes chaînes qui critiquent le plus, hein, comme ceux qui veulent créer des nouveaux produits financiers et en critiquant le monde financier, enfin, toutes ces absurdités, toutes ces contradictions que vous devriez sans cesse révéler vous-même, vous devriez ressentir, vous devriez tous avoir l'esprit critique en disant mais non, mais je ne peux pas aider, je ne peux pas participer à cette aventure parce que c'est pas une belle aventure, parce que c'est une aventure financière de gens qui ont de la gourmandise, qui ont une ambition pour eux-mêmes, qui n'ont aucune ambition pour moi. Ce sont des gens qui ne veulent satisfaire que leur ambition personnelle. Et ça, c'est dommage. Les grands chanteurs, les grands artistes, la plupart, et encore une fois, j'en ai croisé, mais vraiment des stars du football, des stars du rugby, des stars. Mais les plus grandes stars, elles ont un cœur, elles ont une foi, elles ont véritablement une détermination. Alors parfois, vous avez l'impression qu'ils sont distants, mais c'est pour se protéger, parce qu'en fait, on vit dans un monde où c'est parfois difficile d'être une star parce que les gens veulent s'agglutiner sur vous et veulent véritablement avoir un contact physique. Et parfois, ça peut être terrifiant ou même vous avez besoin d'un peu d'air. Mais voilà, ils arrivent parce qu'ils ont beaucoup de chance, parce qu'ils ont beaucoup de travail, parce qu'ils ont une forme d'abnégation, mais surtout parce qu'il y a cette espèce de miracle de l'amour pour la musique, de l'amour pour le travail bien fait. Je me rappelle, Jason, dont je parlais tout à l'heure, il était capable de faire un concert devant 20-30 personnes, mais il venait avec 15 guitares, il se préparait plusieurs jours à l'avance parce qu'il respectait trop la musique, il respectait trop cet art, il aimait trop ce qu'il faisait, il aimait trop les gens avec qui il allait jouer, et qu'il allait jouer parfois, ils étaient 3 ou 4 à jouer, je vous assure, il y avait 20 personnes, et il arrivait avec plein de guitares en fonction de l'humidité, en fonction du morceau, en fonction parce qu'il jouait du Johnny Cash, il jouait du Metallica, il jouait plein de choses. Et c'est à ça, c'est vraiment, il faut s'intéresser. Et donc voilà, petit clin d'œil
Vous savez, je vous ai montré sur Twitter, sinon je vous invite à voir la mascotte des Jeux Olympiques en France. Et là, je vous montre à quoi ressemble une mascotte russe. Alors, bah, évidemment, je suis très sensible à cette mascotte. C'était Mishka, le petit ours. Alors, malheureusement, c'est des Jeux Olympiques qui ont été très boycottés, donc on ne pouvait pas trouver beaucoup de Mishka partout. Hein. Ça, c'est des Mishka qui viennent de là-bas. Donc, il y avait tout, hein, l'haltérophile, etc. Mais ça a quand même plus de gueule que cette espèce de bonnet phrygien. Il y a quelque temps, j'étais à Angers et à Angers, il y a Sainte Rita, qui est la bienheureuse Rita. Donne-nous, Seigneur, en abondance la sagesse de la croix et la force d'âme dont tu as voulu combler la bienheureuse Rita. Nous pourrons alors supporter avec le Christ les épreuves de la vie et partager au mystère de sa Pâque, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit. Amen. Alors pourquoi je vous montre Rita? Parce que quand je regarde un peu la folie du monde actuel, hein, et même les gens qui veulent faire les choses bien, qui ont trop d'ambition et qui finalement détruisent en fait tout ce qui aurait pu être bien, parce que voilà, malheureusement trop c'est pas bon. Et Rita, c'est la sainte des causes désespérées. Donc je suis pas désespéré, mais je suis quand même assez inquiet parce qu'il faut que ça bouge, quoi. Voilà des pots de miel à l'ail dont je vous parlais. Alors ils sont tous complètement ciselés. Alors je fais des petites fleurs, des petits cœurs, un petit 55. Là, celui-là, il y a une petite maison. Enfin bref. Donc parfois, si vous avez des désirs particuliers, n'hésitez pas. Alors plusieurs bouquins. Comme je parlais d'amour, voilà, j'ai pris un Gédéon se marie parce que c'est toujours sympa. J'ai revu il y a pas longtemps des photos de la maison de mes grands-parents paternels, hein, et qui est une maison incroyable, qui est une maison classée. Aujourd'hui, a été transformée en 6 appartements, dont certains immenses. Moi, quand j'étais dedans, j'étais complètement perdu avec un super parc. Je grimpais aux arbres, etc. Et c'était dans cette maison, il y avait plein de livres, il y avait plein de choses, et dont évidemment des Gédéons. Et voilà. Donc c'en est un. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu, c'est des livres avec des images en fait, donc c'est pas encore des bandes dessinées, on n'est pas encore arrivé à la bande dessinée comme Tintin, puisque ça date de bien avant. Ça date de celui-là, il date de 1950. Et franchement, les couleurs sont magnifiques. Il y a plein d'images complètement folles avec. Voilà, je vous invite à les découvrir. Il y a des rééditions. Alors là, évidemment, c'est une édition originale, donc c'est vraiment sympa. Il y a un livre, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre, parce que j'ai découvert un peu par hasard qu'Alexandra Orion-Code avait participé en fait à ce livre parmi les experts. Et il y a dedans des images complètement fascinantes. Vous voyez là en Afrique, et c'est un tonneau en fait, et c'est une ruche, et il y en a plusieurs dans cet arbre avec des trous, et voilà, c'est comme ça qu'ils vont faire un miel qui est pour ainsi dire sauvage, qui est exceptionnel, mais qui serait pratiquement difficile à faire venir chez nous. Alors que le miel chinois qui est dégueulasse, ou le miel ukrainien, ou le miel, beaucoup de miel espagnol, qui ne viennent pas en fait d'Espagne, eux sont considérés comme d'excellents miels. Donc voilà, ça c'est un homme qui est calme et qui montre qu'en fait il faut pas trop s'inquiéter avec les abeilles, parce qu'en fait les abeilles c'est très gentil, et une abeille, il faut savoir que contrairement à une guêpe ou un frelon qui peuvent piquer plein de fois, l'abeille, si elle vous pique, en fait elle va mourir. Donc croyez-moi, elle réfléchit beaucoup avant de vous piquer. On voit que, en fait, et ça c'est important, du miel en centre-ville, il y a le miel de l'opéra, etc. Et tout ça c'est possible parce qu'en fait, si les reines vivent assez longtemps, si les ruches en fait perdurent, alors les abeilles elles vivent quelques semaines à quelques mois, les reines donc elles vivent quelques années. Eh bien, vous avez une connaissance qui s'accumule, et elles savent où aller, elles savent quoi manger, quoi éviter, etc.
Donc là, vous avez des fantastiques chercheurs de miel sur des falaises. Donc là, c'est au Népal. Et là, on a et la fantasmagorie de cette scène, c'était la même il y a 10 000 ans, quand les premiers chasseurs de miel affrontaient les colonies sauvages. Alors là, on ne se rend pas bien compte sur les photos, mais véritablement, les abeilles ont l'air énormes. Et oui, en fait, il y a 10 000 ans, les cueilleurs, nos ancêtres, entre guillemets, peu importe qui leur forme, hein, s'ils étaient perses, romains ou hommes des cavernes, ils allaient chercher autant que possible du miel. Donc, véritablement, le miel, c'est quelque chose de génial. On en trouve partout dans le monde. Mais malheureusement, un peu ce qu'on me disait, en fait, quand tu veux piquer son miel à une ruche, bah, tu l'enfumes. Et ben, quand tu veux piquer son humanité à l'humanité, donc humanité entre guillemets au sens cœur, âme, etc., à l'humanité au sens la planète entière, eh bien, tu l'enfumes. Bah, ils ont bien compris cette leçon, nos hommes politiques. Et je finis avec ce bouquin qui est véritablement intéressant parce que ça s'appelle l'Apocalypse. C'est un bouquin de Joseph Fauré. Alors, je vous invite à aller regarder sur Internet, vous découvrirez. C'est un espèce de livre ultime sur l'Apocalypse en 1961 en France. Donc avec des grands artistes de cette époque, hein. Il y a des illustrations de Bernard Buffet, des textes d'autres artistes connus. Donc c'est passionnant parce qu'en fait il reprend, il y a Fujita, il reprend en fait l'Apocalypse de Saint Jean, il y a Dali, donc elle est illustrée, elle est commentée, mais c'est la vraie version de l'Apocalypse de Saint Jean. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, pourquoi est-ce que ce livre avait été écrit à cette époque-là? Parce que l'auteur avait considéré que la situation, elle était assez apocalyptique. Et je voudrais conclure un peu là-dessus. À toutes les époques, en fait, les personnes ont pensé qu'il y avait des antéchrists, qu'il y avait l'apocalypse approchée, etc. Puisque bah, la Bible de Saint Jean, elle a été écrite il y a 2000 ans, pour simplifier. Il a eu des visions, parce que quand vous lisez le livre, c'est à la fois des visions, mais en fait, on lui racontait des choses et lui, il les visualisait et il les reportait par écrit, en fait. Mais cette fois, c'est différent. Alors, je suis sûr qu'à toutes les époques, les gens ont dit que cette fois, c'était différent. Mais je le pense sincèrement. Donc, lisez mes Substack. J'en ai fait, regardez un peu mes vidéos sur YouTube. J'en ai fait sur Poutine, j'en ai fait sur Elon Musk, j'en ai fait sur Xi Jinping, j'en ai fait sur, pas encore sur Ben Salman, j'en ai fait sur Donald Trump. Évidemment, j'en ai fait pas mal sur Emmanuel Macron et son binôme. C'est vraiment ce couple d'un genre étonnant. Et je vous invite à regarder ça. Mais surtout, comme d'habitude, je vous invite à feuilleter des bouquins, même juste les feuilleter. Et si vous avez encore des bibliothèques chez vous ou chez vos parents, ben, de temps en temps, asseyez-vous pendant quelques minutes et feuilletez un bouquin. Voilà, ça fera comme cette espèce de travail de jardinier. En fait, ça mettra quelques graines en vous. Mais ça peut être un roman, ça peut être un poème, ça peut être ce genre de livre tout à fait étonnant. Et c'est passionnant. Ou alors regardez des reportages intéressants sur des chaînes ou des films. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai commencé ce soir en vous racontant cette expérience très intéressante de A Star is Born. Et ça m'a donné plein d'idées. Donc je vous raconte ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit de parler d'un autre film sur des hommes d'importance, je ne sais plus le titre. Je crois qu'il y a Robert De Niro ou autre dedans. En fait, c'est très intéressant parce que moi, je pense que le cinéma, c'est pas pour rien qu'on dit le 7e art. Et quand on regarde les films de Charlie Chaplin, les films de David Lynch ou ceux de George Lucas ou de
comment il s'appelle, celui du Seigneur des Anneaux, de King Kong et autres. Enfin, Jackson, je sais plus son nom, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, tout ça c'est passionnant. C'est-à-dire que le cinéma, les livres de Mario Puzo, Le Parrain, pris par Coppola au cinéma, c'est voilà, c'est magique également. Donc il faut sortir dans la nature, il faut discuter avec des artisans, il faut discuter avec des apiculteurs, il faut discuter avec des gens qui font des choses incroyables avec beaucoup d'amour. Mais véritablement, en disant ça, je pense à l'époque où j'étais en Afrique du Sud, il y avait eu le film Invictus qui était passé. Et j'avais eu la chance de rencontrer, mais pendant pratiquement 1 heure, en fait, j'ai discuté avec Morgan Freeman, puisque j'étais à l'avant-première avec d'autres personnalités importantes du rugby que j'avais eu l'occasion de rencontrer. On avait vraiment passé du temps, il y avait eu un dîner, puis une soirée, mais il y avait toute une après-midi avant, on était allé à Soweto pour voir le premier club de rugby, en fait, d'un Next Township, etc. Mais c'est des gens qui sont magnifiques, qui ont plein de choses à regarder, qui sont passionnants, qui ont des anecdotes, qui ont des vies de famille, qui ont des souvenirs, qui ont des images. Pas du tout comme l'idée de papier glacé. En fait, c'est des gens comme vous et moi. Et voilà, ils ont eu un destin un peu différent. Et on doit tous essayer de faire un destin qui est le nôtre par amour. Voilà. À bientôt, abonnez-vous, likez, partagez, commandez-moi du miel. Voilà, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, mais j'espère qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça serait bon signe. Voilà, sachez que comme quand je vous parle, je respecte complètement ma parole, mes engagements, et voilà, tout ça c'est vraiment très très important pour moi. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.